Donc je vais vous parler d'abord dans un premier temps du conflit disco-radiculaire. En fait, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, c'est la raison pour laquelle on nous adresse le plus souvent des patients, mais contrairement à ce qu'on croit, en fait, le conflit disco-radiculaire lui-même n'est pas forcément le plus fréquemment la cause de la symptomatologie du patient. Souvent, il y a des douleurs interfacétaires postérieures qui peuvent faire des pseudosciatalgies qui ressemblent beaucoup à ces douleurs radiculaires. Les raisons de ces douleurs, elles sont dues à un facteur mécanique compressif qui soit direct par la hernie discale ou par un ostéophyte ou indirect souvent par une congestion veineuse épidurale. Et il y a aussi tous ces facteurs inflammatoires. Et pour être sûr qu'il y a une composante mécanique sous-jacente encore significative, il faut déjà éliminer ces facteurs inflammatoires. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps on met ces patients sous un traitement conservateur bien conduit avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antalgiques, de la physio du repos et éventuellement, s'il y a un échec de ce traitement conservateur, faire des infiltrations. Et seulement dans les cas d'échec ou de persistance douloureuse après ces infiltrations, on peut penser éventuellement à de la chirurgie ou maintenant justement à la radiologie interventionnelle qui nous permet d'aborder différemment ces hernies, par exemple ces herniectomies percutanées. En ce qui concerne la chirurgie, ce que l'on sait, c'est qu'à 2 ans, seulement 3/4 des patients ont bien évolué avec un taux de réopération qui est quand même assez important de l'ordre de 15%. Avec des complications intraopératoires de l'ordre d'un patient sur 10, y compris dans les complications post-opératoires. La plupart de ces complications post-opératoires, c'est quand même le plus souvent des récidives de hernie discale car l'abord est assez grand en faisant des fenêtres assez importantes sur le disque qui permet en fait à du matériel hernière de ressortir. C'est la raison pour laquelle s'est développé dans les 20 dernières années ou les 15 dernières années surtout ces prises en charge en radiologie interventionnelle. Et là, clairement, pour ce qui concerne l'abord directement sur le disque, on considère une bonne indication si le patient souffre de lomboradiculalgie, mais surtout d'une radiculalgie et non d'une lombalgie. Et il faut que le patient ait eu une ou deux infiltrations sous CT et que le traitement résiste à ces infiltrations ou que la symptomatologie récidive après ces infiltrations. Ici, un exemple d'infiltration au niveau d'un conflit disco-radiculaire où vous voyez ici la hernie que l'on voit ici dans le plan transverse, une grosse inflammation épiduroforaminale associée. Et vous voyez que sous contrôle CT scanographique, comme vous l'a montré la doctoresse Richard, on prend nos repères sur le CT natif et ensuite on met notre aiguille et on injecte le produit de contraste qui doit rester juste au niveau du conflit et il ne faut pas injecter trop ici de produits de contraste puis après de corticoïdes et d'anesthésique locale pour être sûr que l'effet que l'on a est bien dû à l'annulation des douleurs sur ce conflit disco-radiculaire. Donc, quels sont les critères d'inclusion pour les patients herniectomie percutanée? Comme je l'avais dit, s'ils résistent à un traitement conservateur bien conduit, avec des douleurs qui sont encore assez importantes, de l'ordre de 6 sur 10 sur une échelle EVA, et il faut encore qu'il y ait une bonne hydratation du disque. Pourquoi? Parce que le but de la herniectomie percutanée, c'est une décompression de la hernie et donc une diminution de sa pression interne. Et si vous avez déjà un disque qui est altéré, en fait la pression intradiscale est déjà très nettement diminuée et l'effet de la herniectomie percutanée ne sera pas aussi important. Donc il faut qu'il y ait une bonne hydratation du disque ou une hauteur discale bien préservée. Voilà comment on est installé sous CT scanner. Là vous avez le CT sur votre gauche, le patient est couché en décubitus ventral et là vous avez les images de scanner. Et ici, on a un arc-en-C de fluoroscopie. Donc, on utilise ici le CT scanner pour faire ces images dans le plan transverse et on a une reconstruction dans les 3 plans orthogonaux et en 3D immédiate à chaque tour de spire. Et ici, c'est pour les injections où on a une visualisation en direct de ce que l'on fait sous fluoroscopie. On utilise
que l'anesthésie locale. Tous mes gestes sont faits qu'en anesthésie locale, que ce soit, vous verrez par la suite, les vertéroplasties, même des vis, les spondylodèses ou des herniectomies. Je n'endors pas le patient, on fait une petite anesthésie à la peau et ensuite on utilise cet instrument qui s'appelle un herniatome. Donc vous voyez ici, je mets une aiguille de Shiba, c'est simplement une petite aiguille d'anesthésie jusqu'au centre de la hernie que je repère dans les deux plans. Je fais une discographie qui doit reproduire la symptomatologie du patient. Je coupe la tête de la Shiba, je mets la canule par voie coaxiale, donc j'arrive directement au sein de ma hernie. Et ensuite, après avoir retiré l'aiguille Shiba, je mets mon herniatome à l'intérieur et je viens ronger en fait en profondeur la hernie et qui va remonter le long de cette aiguille jusque dans ce petit réservoir que vous voyez ici. Donc ici, vous avez l'extrémité de la canule qui se trouve dans la hernie que l'on voit à cet endroit-là et on réaspire simplement le matériel et vous voyez qu'il remonte le long de cette vis, ce pas de vis coupant sans fin avec ce matériel fibro-cartilagineux qui est le matériel herniaire discal. L'évolution de la douleur sur cette étude que l'on avait faite avec le centre universitaire de Nice, vous voyez qu'à 6 mois, mais déjà à 1 mois et presque immédiatement, on a une amélioration de la symptomatologie très significative chez près de 3/4 des patients et 80 à 85% des patients si l'on considère une amélioration significative. Et il y a à peu près 20% des patients où la symptomatologie s'améliore mais de manière non significative. Si on veut être plus précis et on sépare les patients en fait d'après la localisation de ces hernies, ce que l'on peut voir, en fait s'il s'agit d'une hernie postérolatérale ou une hernie foraminale ou extraforaminale, on est d'autant plus efficace. Et ça c'est extrêmement intéressant même pour mes collègues neurochirurgiens qui m'envoient ces patients parce que d'abord pour faire une herniectomie ou une cure d'hernie discale chirurgicale intraforaminale ou extraforaminale est très délabrant et là clairement la herniectomie percutanée devrait être réalisée en première intention. Donc les résultats de ce type d'intervention, le but est d'extraire la hernie ou la portion de hernie pour diminuer la pression intradiscale et diminuer donc le conflit sur la racine. Et là on voit en temps réel et le patient discutant avec vous, en fait on est assez sûr de ne pas faire de lésion sur le nerf parce que sinon il vous le dirait en direct, dès que vous touchez ou vous approchez d'un nerf, le patient ne va pas rester muet. Donc une faible extraction de tissu hernier est suffisante. En fait, il suffit de décomprimer un tout petit peu la hernie pour avoir un effet déjà tout à fait significatif sur la diminution de la pression sur la racine. Et l'échec de cette intervention, étant donné qu'il ne laisse pas de séquelles sur le trajet de l'intervention, en cas de récidive en cas d'échec de la procédure, ça n'exclut pas de faire une chirurgie dans un second temps parce qu'en fait là le chirurgien n'est pas gêné par une éventuelle fibrose qui aurait déjà eu lieu. Donc en fait ce devrait être une étape intermédiaire assez indispensable chez ces patients si les critères d'inclusion bien sûr sont respectés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a justement parfois une composante douloureuse qui est due aux articulations zygapophysaires, donc les articulations facétaires postérieures. Ces articulations, elles servent à la limitation de l'extension et de la rotation axiale et elles vont aussi diminuer les contraintes antérieures et latérales. Et on sait que si le disque s'abîme antérieurement, ça va augmenter les contraintes sur les articulations zygapophysaires de 15 à 45%. Ça veut dire que ça va augmenter de 3 fois la pression sur ces articulations zygapophysaires. Et il a été démontré qu'il y a une corrélation linéaire entre le degré de dégénérescence discale et la perte du revêtement cartilagineux zygapophysaire. Donc, ça va provoquer une synovite. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on a une discopathie, souvent ces patients souffrent plutôt d'inflammation ou de douleurs facétaires que de douleurs réellement discales.
Donc en fait, là, il y a vraiment un intérêt de réaliser une IRM avec des séquences en suppression de la graisse, ce qui n'est pas fait partout par tous les instituts. Et je pense que c'est assez déplorable parce que c'est indispensable et ça fait partie de l'analyse de la clinique du patient. Et ces anomalies ne sont pas visibles sur des séquences conventionnelles. Donc ici, juste quelques exemples pour vous montrer, même si l'on n'injecte pas, si l'on fait une séquence avec saturation de la graisse mais sans injecter du produit de contraste, ici vous voyez qu'il y avait un gros épanchement dans l'articulation, mais la même personne, le même examen avec une séquence avec injection de produit de contraste, on voit qu'il y a un épanchement dans l'articulation mais il n'y a pas d'inflammation ou de décompensation congestive de ces facettes articulaires. Probablement ce ne sont pas ces facettes qui sont à l'origine de la symptomatologie. Ici, l'exemple inverse avec un examen qui avait été bien fait mais sans injection de produit de contraste. Il n'y avait pas d'inflammation autour de cette facette et on voit qu'après injection de produit de contraste, il y a une forte décompensation congestive de toute la capsule articulaire de cette facette. Ici, juste pour vous montrer un exemple assez démonstratif, mais chez une patiente avec une spondylarthrite ankylosante qui, sur une séquence en T2 FATSAT, et souvent la plupart des instituts se contentent de faire ces T1 et T2 FATSAT sans injecter du produit de contraste. Et vous voyez qu'en fait, vous allez manquer la plupart de ces inflammations ici au niveau du ligament supraépineux, interépineux, que l'on ne voit absolument pas sur cette séquence avec saturation de la graisse et en pondération T2. Ici, pour vous montrer ce schéma qui vous montre en fait à quoi correspondent ce que l'on appelle ces pseudosciatalgies ou toutes ces douleurs référées dues aux douleurs facétaires postérieures qui peuvent irradier. Et vous voyez qu'elles peuvent irradier, et la plupart du temps ce sont des douleurs en barre lombaire basse, mais elles peuvent irradier très souvent au niveau sous-fessier, L4, L5, L5, S1, mais aussi assez distalement sur les faces antérieures et postérieures des cuisses, mais même jusqu'au niveau des deux pieds. Donc souvent on se dit sous poplité, c'est quand même rarement des facettes, mais si certaines douleurs au niveau distal peuvent être des douleurs référées d'une facette articulaire inflammée. Donc voilà comment on procède. Ici on met une aiguille, mais c'est le même principe que d'aller dans le foramen, directement au sein de l'articulation interfacétaire postérieure, on injecte notre produit de contraste et ensuite, une fois que l'on est sûr d'être en intra-articulaire, on injecte notre dérivé cortisonné. Il y a des études qui ont montré en fait l'efficacité à 1 mois et à 3 mois était identique par rapport au bloc de branche, ce que font souvent les anesthésistes où ils repèrent en fait le rameau postérieur de la racine nerveuse. Par contre, il y avait une meilleure efficacité à moyen-long terme. Et le bloc de branche médial du rameau dorsal a une diminution de la douleur d'environ 15 semaines, souvent un petit peu inférieure par rapport à une injection intra-articulaire. Ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que clairement l'injection épidurale n'a aucun effet ou a très peu d'effet ou non significatif sur la lombalgie. La plupart du temps, ces lombalgies sont vraiment dues à ces douleurs facétaire. Ici, si l'on va un peu plus loin, ce que l'on fait maintenant assez récemment à Boissères, sous CT scanner, c'est d'aller faire une spondylodèse. Attention, c'est pas du tout ouvert à tous les patients qui ont des douleurs facétaires, c'est vraiment des douleurs facétaires récidivantes avec devant un disque extrêmement dégénéré, pincé, parce qu'en fait, si vous avez trop de mobilité antérieure, il faut faire de la chirurgie en mettant une cage antérieure pour diminuer cette mobilité. Mais sinon, ça marche extrêmement bien. Et là, on a maintenant un recul assez important qui est avec d'excellents résultats sur la lombalgie, sur un geste qui se fait en anesthésie locale. Donc, ça change vraiment la prise en charge de ces spondylodèses. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'adressent ces patients. C'est pour les vertébroplasties et la prise en charge des fractures vertébrales chez les patients ostéoporotiques. On en avait fait une étude déjà quand j'étais au CHUV avec tous les spécialistes
différents qui prenaient en charge ces douleurs rachidiennes sur fracture ostéoporotique. On s'était basé sur plusieurs études, dont une qui montrait en fait qu'il y avait une fracture, l'incidence des nouvelles fractures vertébrales était en fait beaucoup plus importante que l'on ne croyait, et c'est en augmentation par rapport à précédemment, alors que l'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur, donc fracture du col, est clairement en diminution par rapport à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Alors que si l'on regarde l'effet sur la mortalité du patient, je dis bien la mortalité et pas la morbidité, mais en fait ça augmente de 8 fois environ la mortalité du patient si on ne prend pas en charge ces fractures vertébrales. Même d'un point de vue économique, les études Vertos, c'est en fait les différents centres universitaires en Hollande qui se sont mis ensemble pour faire des études sur la prise en charge des filières de la fracture vertébrale. Et ils avaient vu en fait que d'un point de vue économique, si on faisait une vertébroplastie, il y avait un surcoût initial, bien sûr, qui était dû à la technique de vertébroplastie, mais ensuite les patients allant mieux et nécessitant beaucoup moins de soins, la courbe était décroissante, elle croissait celle du traitement placebo, et il y avait des économies au-delà de 6 mois. Ils avaient fait une étude jusqu'à 1 an en ce qui concernait déjà les consultations médicales et la consommation de médicaments. Ce qu'ils avaient vu, c'est que le taux de refracture, parce que c'est souvent ce que l'on entend, était identique dans les deux groupes. Par contre, l'étude Vertos 5, ils en sont à Vertos 5 maintenant, a montré que si on fait une vertébroplastie, souvent on a la refracture qui est plus précoce, mais c'est la même que si l'on laissait mais l'incidence est la même que si on laissait le patient sans vertébroplastie, où il referait leur fracture, mais probablement 1 à 3 semaines plus tard que s'ils ont eu une vertébroplastie. Et cela, c'est juste, et c'est même encore vrai chez les patients extrêmement âgés, vous voyez, jusqu'à 85 ans. C'est la grande étude Medicare qui a fait un petit peu changer la prise en charge de ces patients. C'était une énorme étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 2005 à 2008, où ils ont repris 1 million de patients qui ont une fracture vertébrale. Ils ont pu en garder 858 000 et globalement, ils avaient à peu près tous les mêmes comorbidités. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'il y avait une diminution de la mortalité chez les patients qui avaient eu une vertébroplastie et une diminution encore plus importante chez les patients qui avaient eu une kyphoplastie. Ils ont réussi à chiffrer cela, une diminution de l'ordre de 24% de la mortalité après vertébroplastie versus traitement conservateur, et une diminution de près de 40%. C'est bien une diminution de la mortalité, ce n'est pas par rapport à un nombre d'années, c'est vraiment en proportion par rapport aux patients qui n'ont pas eu de traitement par vertébroplastie. On a essayé d'expliquer cela de manière un peu plus scientifique. Ici, vous avez en fait la pression dans un espace disco-vertébral. Vous avez ici le mur antérieur de la vertèbre, le plateau vertébral, et ici les éléments postérieurs, en particulier les facettes articulaires. Ça, en bleu, vous avez en fait l'état normal, où vous avez en fait beaucoup plus de pression quand on se trouve en position debout au niveau du mur antérieur. Et c'est pour ça que ce mur antérieur est extrêmement important pour la statique vertébrale. Et si vous avez une fracture du plateau vertébral supérieur, la plupart du temps elles sont même angulées antérieurement, et en fait il y a une très nette diminution intradiscale en fait à ce niveau-là, au niveau antérieur, mais par où passent les forces, et en fait elles sont toutes répercutées postérieures, et ces patients ont de très importantes douleurs interfacétaires. C'est la raison pour laquelle il y avait eu 2 études qui étaient sorties dans le New England Journal of Medicine en 2009, et ils avaient fait l'effet sham, et en fait ils avaient fait une injection intra-articulaire et une anesthésie de ces articulations facétaires postérieures, et ça a été refait maintenant et repris dans d'autres analyses où on sait qu'à peu près 23% des douleurs sur fracture vertébrale sont dues aux douleurs interfacétaires postérieures. C'est la raison pour laquelle maintenant, la plupart du temps, j'associe un bloc facétaire associé à la cimentoplastie vertébrale. Donc ici, pour vous montrer en fait que s'il y a une kyphose ou si la vertèbre est fracturée depuis assez récemment, jusqu'à environ 3 semaines, je peux avoir un effet sur la réduction fracturaire. Alors, je fais un examen ou une procédure qui s'appelle
une kyphoplastie. En fait, c'était lancé par une boîte qui s'appelle Kyphon, qui avait créé cela la première fois par des ballons, mais en fait, la résistance osseuse est un peu trop importante et surtout, c'est très efficace le ballon dans la première semaine, mais au-delà d'une semaine, on a une réduction qui est nettement moins bonne. C'est la raison pour laquelle cette procédure-là, ce qui s'appelle le spine jack, c'est ce petit, un jack, hein, en anglais c'est un cric, et ce petit cric que l'on passe à travers cette aiguille au sein de la vertèbre. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir réduire en fait la fracture et lui retrouver et lui redonner une hauteur vertébrale initiale. Et ça, on peut l'utiliser jusqu'à 3 semaines, 1 mois après la fracture, et c'est encore extrêmement efficace parce que probablement il y a une petite fibrose qui se crée, on arrive juste à la redéchirer pour redonner de la hauteur et améliorer en fait la statique chez ces patients et empêcher justement toute cette dégénérescence de son corps et amener à une mortalité augmentée. Donc ici, vous voyez simplement, là j'ai bien distendu avec le spine jack, je retire mon aiguille, je mets du ciment simplement dans la cavité réalisée. Vous voyez que toute la fracture est maintenant remplie de ciment avec les 2 jacks que vous voyez à cet endroit-là. Ça c'est le bilan CT préopératoire, le bilan post-opératoire. On a quasiment retrouvé une forme parfaite de la vertèbre initiale si vous comparez par rapport au niveau adjacent. Ici un exemple pour vous montrer en fait qu'en redressant et en redonnant de la hauteur à la vertèbre, on va utiliser ce système qui s'appelle le ligamentotachis. Il y a un gros ligament antérieur qui s'appelle le ligament longitudinal antérieur, et en fait quand vous avez des fractures vertébrales avec des bascules de fragments, on croit que tout est éclaté. Maintenant en fait tout est retenu en fait par ces ligaments, et si vous redonnez de la hauteur, ben, les fragments osseux ils vont revenir en place. Regardez ce fragment, hop, il revient en place dès qu'on a donné de la hauteur. Le deuxième intérêt de la kyphoplastie, ben, c'est de diminuer la kyphose. Et en fait, en diminuant la kyphose, vous allez favoriser en fait la ventilation des vases pulmonaires et diminuer les troubles digestifs. Et en fait, on sait que ces patients et l'augmentation de la mortalité chez les patients, elle est due à des infections pulmonaires ou des troubles digestifs surajoutés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une deuxième composante pour les patients se redressent, et ça maintenant je le suis parce que je fais une étude en parallèle pour les vertébroplasties simples, où quand on enlève la douleur, les patients en fait peuvent se redresser de manière naturelle parce qu'en fait cette position est une position antalgique douloureuse où ils n'osent plus utiliser leurs muscles longissimus et les érecteurs du rachis, et donc en fait ils se remettent droit après cimentoplastie simple déjà, et d'autant plus s'ils ont eu une kyphoplastie. C'est la raison pour laquelle on a développé avec tous mes collègues neurochirurgiens, réadaptateurs au niveau vaudois, on a fait en fait ce consensus vaudois pour la prise en charge de la fracture vertébrale. J'en ai mis sur les tables, il y a encore beaucoup de cartes à la sortie et vous pouvez les garder. Clairement, ça vous permet en fait de savoir ce qu'il faut faire quand vous voyez une fracture vertébrale. On divise en fait les patients qui ont une fracture en 3 groupes. Il y a les patients qui ont une kyphose préexistante, mais ils ont eu déjà des troubles respiratoires ou digestifs. Il y a ceux qui ont une fracture vertébrale sans comorbidité importante associée, mais avec une kyphose qui est déjà importante. Et il y a les fractures non kyphosantes, mais qui peuvent rester douloureuses au-delà de 2 à 3 semaines. Et en fait, en fonction du groupe dans lequel ils sont, il suffit de suivre la procédure qui est là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours faire une prise en charge de la maladie ostéoporotique du patient en parallèle de la kyphoplastie ou de la vertébroplastie. La vertébroplastie seule, vous êtes assez sûr que le patient il va récidiver à terme sur une autre vertèbre. Donc, il faut l'adresser, ou la prise en charge. Maintenant, il y a quand même beaucoup de médecins traitants qui sont très au fait là-dessus sur cette prise en charge de la maladie ostéoporotique. Maintenant, je voulais juste vous montrer pour conclure, parce que là, c'est la fin pour essayer de passer au dîner juste derrière, et on va passer à un petit film que je vais vous montrer sur une vertébroplastie, comme je le fais en anesthésie locale, et quasiment en temps réel. J'ai dû un petit peu couper pour que ça aille un peu plus vite, et il y a le son qui va avec, je pense. Voilà, là je fais les anesthésies locales à la peau. Madame vient de recevoir juste une sédation analgésie. Voilà, je commence, madame. Là, il y a plusieurs croix parce que j'ai fait plusieurs vertébroplasties, vous n'en verrez qu'une.
Là, je vais faire des anesthésies au périoste. Je mets avec une aiguille qui me sert de visée. Je contrôle ici sous le contrôle de la fluoroscopie. Ensuite, je vais faire des contrôles au scanner. Ok. Donc vous voyez que j'ai déplacé ma table dans le scanner. Maintenant, avec un anesthésique à courte durée d'action, un anesthésique à longue durée d'action. Voilà, je coupe la tête de l'aiguille d'anesthésie. Je vais m'en servir comme guide pour aller mettre une aiguille. Je fais une petite incision de 2 mm à la peau avec une pointe. Maintenant, je mets l'aiguille de vertébroplastie. Ici, je suis ancré dans le pédicule. Je fais un contrôle sous scopie. Le contrôle sous scanner. D'accord. Il faut que je m'horizontalise un tout petit peu. Maintenant, j'avance sous contrôle fluoroscopique. Voilà. Vous voyez, je ne donne pas un coup de marteau, je ne fais qu'avancer à la force de la main à travers l'os trabéculaire. J'arrive ici à la limite du mur postérieur. Je vais refaire un contrôle à ce moment-là sous scanner. L'emplacement ici me dit dans les 3 plans, j'ai une reconstruction immédiate. Tant dans le plan coronal, dans le plan transverse et dans le plan sagittal, qui me disent en fait, qui me donnent l'emplacement exact de mon aiguille. Je me remets sous un contrôle fluoroscopique et je continue à avancer. Simplement, j'applique une force et une petite rotation successive ici à cette aiguille rigide pour rentrer dans le corps vertébral. On peut commencer le ciment. Vous voyez, ici mon aiguille est déjà dans le tiers antérieur du corps vertébral. Je suis normoplacé. Je suis au niveau du mur antérieur. Très bien placé. Je reviens. J'ai exactement le trajet que j'avais prévu sur ma planification. Je prends une biopsie sans faire de gestes supplémentaires. Ça, ce sera mon image de base et de référence. Et maintenant, on est en train déjà de préparer le ciment. Mais je vais l'injecter à peu près entre la 5e et la 6e minute après le début de la préparation pour qu'il ait une viscosité optimale pour éviter les fuites. Je vais commencer à injecter le premier ciment. C'est bon ? Premier ciment, parce qu'il y avait 2 vertèbres. Ici, je me branche sur la première aiguille. Donc je vais injecter dans cette vertèbre L1. Vous pouvez voir ici que l'aiguille en fait elle est vide. On voit simplement les bords de l'aiguille qui sont plus denses. Et là il commence à se pacifier. Comparez une aiguille par rapport à l'autre, là il y a du ciment à l'intérieur. Là le ciment commence à arriver. Et vous voyez qu'il commence à aller ici dans les trabéculations osseuses, antérieurement, dans le corps vertébral. Vous voyez? Donc là, j'ai un début de remplissage de cette vertèbre. Ça va, madame? Là, je n'ai qu'une vue de profil, donc en fait, il faut que je fasse un contrôle latéralement. Donc je vais faire au scanner pour être sûr que le ciment reste bien intravertébral. Mais là, je suis quasiment sûr, il n'y a pas de fuite latéralement. Voilà, vous avez vu le ciment qui s'étend ici dans la vertèbre. Le but étant d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, une colonne de ciment qui joint le plateau vertébral supérieur intractué avec le plateau vertébral inférieur, ce qui permet d'avoir une colonne antérieure qui va maintenir
en fait la ligne de force qui passe par la portion antérieure du corps vertébral. Ça ne sert à rien d'en mettre partout. Il suffit d'avoir une colonne de ciment pour avoir un effet mécanique suffisant et un effet ontalgique est déjà obtenu d'après 3 ml de ciment. On sait qu'optimalement, pour avoir une fonction biomécanique, il faut avoir un remplissage d'à peu près un tiers du corps vertébral, ce qu'on essaye d'obtenir sans prendre de risque d'avoir des fuites. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pour l'instant, dans un plan comme dans l'autre, le ciment reste bien limité au corps vertébral. Ça ne sert à rien de scoper en continu, je fais des petites coups de scopie pour une irradiation minimale et qui me permet en fait, au fur et à mesure de l'injection de ciment, de contrôler l'extension du ciment dans le corps vertébral. Voilà, on a fini la première, madame. Ça a été? D'accord. Voilà, madame Meich, ça va? Ça s'est très bien passé, hein? C'est fini, on a tout fini. Bon, maintenant, on vous remet dans votre lit et vous restez bien 4 heures sur le dos alité sans bouger, d'accord? À tout à l'heure, je passerai vous voir. Voilà.